vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, nous y sommes, le rendez-vous des sportifs. Chaque vendredi soir, beaucoup d'événements en ce moment. Les deux principaux événements sont au féminin en cette période de fin juillet, début août. La Coupe du Monde de football avec notre équipe de France qui est tout là-bas en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le Tour de France féminin avec aujourd'hui la 6e étape. Et nous approchons du fameux dernier week-end avec la montée du Tourmalet. Nous aborderons la question de Kylian Mbappé au PSG. Mais que se passe-t-il? Pourquoi cette crise entre le club de la capitale et la star française? Enfin, nous aborderons à 19h30 tous ces sports olympiques à un an des débuts des Jeux de Paris 2024, des Jeux olympiques et paralympiques. Nous évoquerons les grandes stars du moment, la natation, Léon Marchand, l'escrime et puis le triathlon aussi. Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Nous commençons par cette Coupe du Monde de football féminin qui nous tient en haleine et qui déjà après le premier match de l'équipe de France nous fait nous poser énormément de questions. Pour nous éclairer, Charlotte Lorgeret, défenseuse internationale qui vient de signer au Racing Club de Lens et qui est également consultante chez nos confrères de France Télévisions. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bon, on revient sur ce premier match, 0-0 contre la Jamaïque. Alors bon, vous avez vu, tous les politiques se sont emparés de la question. Il y a même eu des petites gaffes parce que, notamment pour Bérangère Couillard, la ministre, c'était bravo. Bon, c'était une déception cette histoire de match nul contre la Jamaïque. On en attend tellement aussi de cette équipe de France parce qu'on se dit à chaque fois dans les grandes compétitions, ça va le faire. C'est maintenant, elles sont prêtes, etc. Et puis là, les premiers matchs sont jamais simples. Je vais pas minimiser aussi leurs prestations parce que je pense qu'il y a beaucoup de déceptions. Et les premières, c'est elles qui ont été déçues. Mais cette équipe de Jamaïque leur a posé de problèmes, beaucoup de problèmes. Hervé Renard avait prévenu ces joueuses que le défi athlétique allait être fort. Donc, on sort d'une grosse préparation à Clairefontaine. Et puis ensuite, premier match décevant. Mais après, elles ont pas perdu. Elles ont un point. C'est un groupe assez compliqué. Demain, elles jouent contre le Brésil. Ça va être un tout autre match. On en discutera un petit peu après. Oui, justement, parce que dans cette poule, il y a le Brésil et le Panama. On va dire que le Brésil est adversaire principal, que souvent la France, d'ailleurs, peut débuter mal ces compétitions. Je parle et des filles et des garçons. Et ça peut être aussi salvateur parce que ça oblige à se remettre en question et après la dynamique est lancée. Donc, le 29 juillet, nous en approchons. Ça sera le France-Brésil. Le Brésil au féminin est un peu moins fort, même si on a l'impression que cette équipe est capable toujours de sortir un match incroyable. Et elle a surtout envie, cette équipe brésilienne, de gagner une compétition parce que avec sa capitaine phare, Marta, qui est considérée au Brésil autant connue que Neymar. Donc elles ont envie de gagner cette compétition et d'aller le plus loin possible pour Marta. Donc la pression va être surtout sur les épaules du Brésil parce qu'elles sont favorites, mais les Françaises auront aussi cette pression que j'espère elles vont minimiser parce que le premier match, on a vu que les mouvements étaient crispés, que les filles étaient crispées, il y avait beaucoup d'appréhension. Donc ce deuxième match doit être vraiment tout un autre et relâché surtout. Bon, Charlotte Lorgeret, vous nous précisez quand même que le Panama, a priori, est un peu en dessous et que, en fait, quelle que soit l'issue de ce match contre le Brésil, la France, de toute façon, aurait encore les moyens de se qualifier. Oui, bien sûr, mais après, tout est possible. C'est des phrases, on va dire, bateau, mais plus le football féminin avance et les compétitions s'enchaînent, plus il y a des surprises. On voit la Jamaïque, on voit aussi dans les autres groupes de cette Coupe du Monde. Donc le Panama reste évidemment moins fort, mais je pense que pour les Françaises et pour la suite de la compétition, si elle passe, il faut absolument faire quelque chose face au Brésil. Bon, les auditeurs de Sud Radio connaissent l'importance d'une joueuse dans cette équipe de France, c'est Wendy Renard. Wendy Renard, bien sûr, c'est la capitale, bien sûr, comme vous, Charlotte Lorgeret, elle est défenseuse centrale. Simplement, elle est très grande, souvent la France s'est appuyée sur son jeu de tête et il se trouve qu'elle est blessée au mollet. Alors déjà, état des lieux, qu'est-ce qui est possible? Tout a été évoqué, même un forfait. Oui, tout est possible. Ça va être vraiment au ressenti de Wendy. Je vois mal l'équipe de France, le staff de l'équipe de France et même Wendy prendre un risque à sortir en plein début de match parce qu'il faut savoir que
entre passer d'un entraînement et d'un match de compétition, c'est complètement différent. Donc, l'organisme, physiquement, il y a beaucoup plus d'impact. Mais oui, effectivement, il y a Elisa de Almeida qui fait son retour. Il y a Selma Bacha aussi qui peut dépanner derrière. Il y a Maëlle Lacrar qui peut aussi revenir dans cette charnière centrale. Il reste des possibilités, mais évidemment, ce serait bien que Wendy soit à 100% et puisse jouer, parce qu'au-delà d'être capitaine, c'est la tour, hein. On la nomme comme ça. Elle a une aura particulière et on a envie vraiment qu'elle soit dans cette équipe de France demain. Nous sommes bien d'accord, Charlotte Lorgeret, que si jamais Wendy Renard ne pouvait pas continuer la compétition, la France n'est plus dans les nations favorites. C'est-à-dire que sans cette joueuse majeure, est-ce qu'il reste encore la possibilité de se dire on peut gagner la Coupe du Monde ? Mais je pense que Frédéric, la France, avant la blessure de Wendy Renard, n'était pas forcément favorite. Oui, aussi. La France reste la France parce qu'il y a quand même beaucoup de talent, mais elle n'a jamais rien gagné aujourd'hui. Donc, les équipes se méfient à chaque fois parce qu'ils se disent, bon, bah, peut-être qu'elles vont se réveiller dans cette compétition-là. Donc, elles sont outsiders, on va dire ça. Mais c'est vrai que si Wendy Renard demain ne peut pas jouer, ça va être un peu plus compliqué et il va falloir être encore plus concentré et que certaines autres joueuses puissent prendre ces responsabilités-là. Bon, alors on rappelle bien sûr que l'emblème de l'équipe de France c'est le coq, mais revenons au renard quand même, et cette fois-ci à l'entraîneur Hervé Renard. Il apporte un plus, on compte beaucoup aussi sur lui. Est-ce que la mayonnaise a pris avec les joueuses ? Bah, je pense que ça s'est vu, hein, avec les réseaux sociaux, toutes les vidéos, toute la médiatisation, le fait de mettre en avant cette équipe de France, encore plus que les compétitions lorsque Corinne Diacre était à la tête de cette équipe de France. Il y a beaucoup plus de sourires, beaucoup plus de joie, mais ça reste quand même, je pense que Hervé Renard, il est arrivé avec de la crédibilité en plus. Tout le monde a suivi ce qu'il a fait avec toutes ces équipes qu'il a entraînées. Donc les filles, je pense que le fait quand un entraîneur est crédible, qu'il a la joie de vivre, qu'il est sincère, qu'il montre beaucoup de choses et de la compétence, bah, les filles ne peuvent que performer et être bien, surtout dans leur basket. Vous évoquiez, Charlotte, les réseaux sociaux. Alors, les auditeurs de Sud Radio sont très friands aussi, hein. On suit, nous, on fait des consultations, on parle de plus en plus, effectivement, de ces filles. Mais ces filles qui, finalement, n'avaient pas cette habitude de la surmédiatisation. Ce n'est pas une surmédiatisation, mais de la vraie médiatisation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une période de digestion ? Et on a vu ces derniers mois des affaires. Est-ce que ça ne les dépasse pas d'une certaine manière, cette machine médiatique de temps en temps ? Moi, je pense que ça a été plutôt à la Coupe du Monde 2019, où là, il y a eu vraiment une transition forte. Oui, en France, il y a eu une grosse transition, dans le sens où la médiatisation, c'était pareil que les garçons. C'était les mêmes consultants, les mêmes commentateurs, les mêmes plateaux quasiment. Donc il y avait des affiches sur les bus, il y avait de la pub partout à la télé. Donc là, j'ai vraiment vu une différence. Là, après, le fait que ce soit en France aussi, ça a aidé. Mais la majorité des filles, là en équipe de France, jouent toutes dans des grands clubs, les meilleurs clubs européens ou du monde. Donc elles ont l'habitude. Et puis il faut savoir que quand on est entre nous dans une équipe, on est quand même protégé, hein, malgré tout. Les filles ne restent pas tout le temps sur leur téléphone, elles restent focus aussi sur le foot. Il y a tout un staff qui est avec elles. Donc je pense pas que ça les perturbe. C'est vrai que ce premier match contre la Jamaïque, je les ai trouvés un petit peu fébriles, dans le sens où comme s'il manquait de coordination, il manquait de fluidité. Ouais, mais c'est pas les premières à qui ça arrive sur un début de compétition bien comme ça aussi. Hein. Bien sûr que non. Mais on est tellement exigeant avec elles parce qu'on attend toujours ce moment. C'est bon, c'est la bonne, c'est le moment. Et au final, il y a toujours des déceptions où en Coupe du Monde 2019, elles ont perdu contre les championnes. On a envie de dire, bah, c'est quand même pas mal, mais oui, elles sont pas arrivées en finale, donc on attend beaucoup d'elles. Et là, c'est vrai que le fait que Wendy Renard, Selma Bacha, Marie-Antoinette Katoto, Grid Jembok, Delphine Cascarino, il y a toutes ces filles qui sont pas présentes, on a envie d'y croire encore plus parce que la victoire serait encore plus belle. Ah oui, mais on a déjà vécu ça dans le sport français. Charlotte Lorgeret, on vous retrouve sur France Télévisions, vous allez commenter aussi, hein ? Oui. Dès demain et dimanche aussi, mardi et dimanche prochain, je fais un 8e de finale. Donc voilà, c'est tout nouveau pour moi. Mais j'aime beaucoup tout ce qui se passe. Et puis j'espère que vous m'appelez quand vous voulez. Hein. Écoutez, je pense que nos confrères de France Télévisions ont fait un excellent choix. Et puis on n'oublie pas que vous venez de signer à Lens. Et à Lens, vous allez vivre une aventure exceptionnelle aussi, Charlotte. Ah oui, je suis très très heureuse. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir conviée. Et puis à bientôt. On se retrouve très vite sur l'antenne de Sud Radio pour suivre cette Coupe du Monde de football
féminin. Dans un instant, nous repassons aux garçons et un autre Kylian Mbappé. Oui, effectivement, il y a tension. Que se passe-t-il avec le Paris Saint-Germain? Il nous faut l'avis d'un expert. Tiens, j'en ai un sous la main. Karim Benani, vous le connaissez, l'homme des multiplex. Karim va nous expliquer ce qui se passe au PSG. À tout de suite. Question d'actualité du moment. Mais que se passe-t-il? Kylian Mbappé va-t-il rester au Paris Saint-Germain? Va-t-il jouer tout simplement cette année puisque son club du Paris Saint-Germain refuse de le compter dans ses rangs? Il y a eu une tournée au Japon, il n'a pas été convié, mais que se passe-t-il? La France a peur. Alors on va poser la question à quelqu'un qui est au courant. Karim Benani, journaliste spécialiste de football. Bonsoir Karim. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bon, alors on rappelle, vous êtes actuellement à la tête du multiplex chez nos amis d'Amazon Prime pour la Ligue 1. On vous trouve régulièrement dans les grands débats sur la chaîne L'Équipe. Bon, on a raison de s'inquiéter pour Kylian Mbappé. Est-ce qu'il peut y avoir une situation où le meilleur joueur français, le capitaine de l'équipe de France, se retrouve sans jouer cette année ? Si on reste factuel, Fred, oui. Sportivement, on a raison de s'inquiéter puisqu'on a l'impression que le Paris Saint-Germain a décidé de devenir beaucoup plus sévère qu'il ne le fut par le passé et d'être intransigeant dans cette histoire-là. Je pense que quelque part, Mbappé souffre et est une victime, entre guillemets, évidemment toute proportion gardée, de la nouvelle politique du Paris Saint-Germain qui, aujourd'hui, a décidé de taper du poing sur la table via son président Nasser Al-Khelaifi en faisant comprendre que le PSG, ce n'était pas le cirque, que le PSG, aujourd'hui, avait changé de dimension, avait envie d'effacer les erreurs du passé. On se souvient peut-être un peu rapidement de l'épisode Messi, il y a quelques mois, Frédéric, quand Messi est allé en Arabie Saoudite en séchant un entraînement. Oui. Souvenez-vous, le PSG avait suspendu Lionel Messi d'entraînement et même de compétition. Même après quelques jours, le PSG s'était ravisé, mais il avait voulu montrer à la face du monde que le PSG est une institution qu'il ne fallait pas bafouer. Aujourd'hui, on ne peut pas dire honnêtement, et ça on y reviendra, j'imagine, avec vous, Frédéric, que Mbappé bafoue l'image du PSG, puisqu'il est dans son bon droit de vouloir respecter sa dernière année de contrat, mais le PSG est vexé d'une promesse qui aurait été faite, j'emploie le conditionnel, par Mbappé de prolonger le contrat pour ne pas partir libre du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire gratuitement. Et aujourd'hui, on est dans un problème entre les deux parties, la parole de l'un contre la parole de l'autre. Justement, Karim, expliquons très clairement aux auditeurs de Sud Radio. Vous avez un contrat, vous partez. L'équipe qui vous accueille n'a pas de droit de transfert à payer. Vous êtes sous contrat, vous partez, l'équipe qui vous achète doit payer au club. Donc ça veut dire que si l'année prochaine Kylian Mbappé part, eh bien le Paris Saint-Germain ne touchera rien d'indemnité de transfert. Ils se sont quand même fait piéger, nos amis du Paris Saint-Germain, dans cette affaire Karim Benani, parce que en lisant clairement les données du problème, Kylian Mbappé est dans son plein droit. Mais oui, c'est ce que je disais à l'instant. Effectivement, factuellement, Mbappé respecte son contrat. Le PSG ne peut pas reprocher contractuellement à Kylian Mbappé de vouloir honorer sa dernière année. On rappelle donc factuellement, je le répète, c'est important ce mot-là factuellement, que le Mbappé est en contrat jusqu'en 2024 au Paris Saint-Germain, donc encore un an de contrat, qu'il veut aller au bout de son contrat pour pouvoir partir gratuitement, on l'imagine, au Real Madrid. S'il devait partir maintenant au Real Madrid, le Real Madrid devrait débourser, allez, à la fourchette, à la louche, je vais vous la faire, je vais faire une petite ristourne pour vous. Allez, c'est entre nous. Entre 180 et 200 millions d'euros environ. C'est quand même pas la même histoire et pas la même mayonnaise. En un an, le Real Madrid peut économiser 200 millions d'euros et avoir Mbappé gratuitement dans un an, qui n'aura pas changé réellement de niveau. Donc, en fait, Karim Benani, ce que le président Nasser El-Khelaifi espérait, c'est que pour service rendu et par amour du club, Kylian Mbappé lui donne un petit coup de main. Mais pourquoi il ne l'a pas fait alors Kylian Mbappé? Il pourrait aussi le faire par amour pour le club, non? Oui, mais c'est quand même pas la même histoire, encore une fois. C'est pas le monde des bisounours, c'est ça. Non, voilà, et prolonger. Alors, il avait une option pour pouvoir prolonger d'un an. Cette option-là s'arrête au 31 juillet. C'est-à-dire, il a une clause dans son contrat qui peut lui permettre d'activer une dernière année de contrat, donc de 2024
à 2025, ce qui lui resterait donc 2 ans de contrat. Il pourrait partir avec une indemnité de transfert l'année prochaine. C'était visiblement l'accord tacite qu'il y avait entre les différentes parties. Mais encore une fois, je dis bien tacite, ce n'était pas écrit. Et donc la parole de l'un contre la parole de l'autre. Aujourd'hui, Mbappé ne veut pas activer cette dernière année de contrat. Pourquoi? On ne sait pas, mais on imagine que sportivement, il a été déçu peut-être par le Paris Saint-Germain cette saison qui s'est arrêtée en 8e de finale de la Ligue des Champions. Oui, ça a été une saison plutôt moyenne. Galère, et il a peut-être envie aujourd'hui d'aller voir ailleurs. C'est dans son droit, il a le droit de le faire, mais on peut comprendre un tout petit peu la position du PSG, si vraiment il y a eu promesse faite par le clan Mbappé, d'être un tout petit peu vexé, de laisser partir un joueur que vous avez payé, on rappelle, en 2017, 180 millions d'euros. Ouais. Alors Karim Benani, faisons une proposition. Si par exemple cette année, moi, Frédéric, oh, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous dites. Hein. Alors si Karim, Kylian Mbappé se dit, c'est pas grave, je rentre dans le bras de fer, je joue un peu moins. Est-ce que c'est si gênant que cela pour cet homme qui a à la fin de la saison le championnat d'Europe avec l'équipe de France en Allemagne et les Jeux Olympiques de Paris 2024, parce qu'il aimerait tant enchaîner ça. Donc s'il ne joue pas énormément cette année finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à gratter par là? Ah non, mais c'est très gênant. Moi, honnêtement, je reste persuadé que si Mbappé joue pas ou peu au PSG cette saison, c'est extrêmement gênant pour la progression de sa carrière. Si on veut le comparer à des joueurs de sa génération, le Norvégien Erling Haaland, c'est une star aujourd'hui en Manchester Europe, City, qui joue à Manchester City, qui vient de remporter la Ligue des Champions, qui est en course pour remporter le Ballon d'Or, qui est la plus belle distinction individuelle que vous pouvez adresser à un joueur aujourd'hui. Mbappé est en retard, il n'a jamais remporté cette distinction individuelle, il la veut absolument et il veut ce Ballon d'Or là. Ouais. Mais s'il est champion d'Europe et s'il est champion olympique, il l'aurait. Il l'aura peut-être, mais comment voulez-vous qu'il soit fringant à l'Euro la saison prochaine, aux Jeux Olympiques, en ayant quasiment pas joué de match de très haut niveau cette saison? Il prendra un retard considérable sur ses concurrents. Et pour l'équipe de France, je reste persuadé que c'est vraiment une épine dans le pied de notre sélectionneur Didier Deschamps. Honnêtement, je pense que c'est impératif que Mbappé enchaîne les matchs. Et d'ailleurs, c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner les matchs. Il ne demande que ça. Même des petits matchs de Coupe de France au mois de janvier. Alors, justement, Karim, même des petits matchs. Kylian Mbappé a eu une proposition d'un club saoudien, d'Al Hilal. Je le prononce avec l'accent, d'Al Hilal, voilà, et avec une sacrée proposition, 700 millions d'euros. Le fait... Ouais, pour un an. Le fait qu'il ne veuille pas, ne serait-ce que s'entretenir dans ces matchs, c'est quoi? C'est parce qu'il va dans le sens de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire il veut faire du top niveau de la haute compétition toute l'année, ou parce qu'il essaye de monnayer pour être le premier joueur à être transféré pour 1 milliard? Non, parce que moi je pense que c'est en termes d'image, ce serait catastrophique pour lui de partir en Arabie Saoudite à 24-25 ans pour un an pour pouvoir ensuite aller au Real Madrid. Honnêtement, que dirait la presse, que diraient les supporters et du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France si Mbappé allait 1 an en Arabie Saoudite, même si le championnat commence un tout petit peu à devenir attractif, et juste pour s'entretenir, pour prendre 700 millions d'euros et ensuite aller au Real Madrid. Je pense que c'est pas très sérieux. Il le sait, dans la progression de sa carrière, il serait le premier joueur à 24-25 ans de très haut niveau à aller là-bas. Alors ok, je sais qu'il brigue des records, mais ce serait pas un record franchement à mettre à son crédit. Non, honnêtement, je pense que dans son fort intérieur, il est en train d'être persuadé que s'il continue à être dans les clous, à respecter son contrat, à ne pas dire un mot plus haut que l'autre, que le Paris Saint-Germain, au mois de septembre, quand la fenêtre des transferts sera fermée. Donc on rappelle, Frédéric, qu'au 31 août, il ne peut plus être transféré dans un autre club jusqu'au 1er janvier prochain. Donc ça approche. Voilà, ça approche, c'est dans un mois et demi. Alors, Karim Benani, le principe sur Sud Radio, réaction des auditeurs au 0826 300 300. Ludovic de Montpellier. Ludovic de Montpellier nous appelle. Bonsoir Ludovic. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Karim. Alors Karim vous écoute, allez-y, question, réaction, c'est à vous Ludovic. La question pour Mbappé, moi ce qui me touche et ce qui me surprend le plus, c'est que ça dure. Déjà, l'été dernier, on était sur un petit peu le même questionnement avec le Real Madrid notamment. Et là, encore une fois, sur cette saison, on se dit quand est-ce que ça va se terminer et quel est le bon choix de carrière pour Kylian Mbappé par la suite. D'autant que là, en plus, Karim l'a dit, sur l'Arabie Saoudite, c'est pas du tout un bon choix parce qu'il peut oublier l'équipe de France. On a la progression à 24 ans, ce serait complètement aberrant. Mais est-ce que pour autant, on l'attend au Real de Madrid, je le disais, depuis la saison dernière? Oui, ça date pas d'aujourd'hui. Cette saison, c'est la bonne ou pas? Alors effectivement,
effectivement, Ludovic. Réponse, Karim. C'est quoi? Ce sont les parents Mbappé derrière? On dit qu'ils sont très, très présents. C'est quoi? C'est business, non? Oui, mais c'est normal pour un joueur de cette trempe. Que voulez-vous? C'est un joueur qui fait partie des 3-4 meilleurs joueurs de la planète. Ne pensez pas que Messi, qui est géré par son père, que Ronaldo, qui est géré par l'agent le plus influent, Jorge Mendes, pendant de nombreuses années, que tous ces joueurs-là faisaient des cadeaux à leur club. Je prends comme exemple Lionel Messi, qui était si attaché au FC Barcelone, qui est arrivé à 12 ans au Barça. Bon, l'année dernière, le Barça ne pouvait pas le payer. Il y a 2 ans, il est parti. Il est arrivé au Paris Saint-Germain alors qu'on pensait qu'il allait faire toute sa carrière en Europe au Barça. Pareil pour cet été, il n'est pas retourné au Barça parce que le Barça n'avait pas les liquidités. Pourquoi Kylian Mbappé, avec tout l'amour qu'il pourrait porter au PSG, ferait, vous le disiez il y a quelques instants, mon cher Fred, un cadeau au Paris Saint-Germain? Pourquoi? Pour service rendu. Mais il a rendu des services sur le terrain. Il est champion de France encore cette année, meilleur buteur de championnat sportivement. Il a rempli son rôle, sa tâche. Cet argent-là, quand le PSG a prolongé Mbappé à des conditions astronomiques qui n'ont jamais été vues dans l'histoire du football, Mbappé l'an dernier était là sur la pelouse avec son président Nasser Al-Khelaifi. Et je pense que moi, l'erreur, elle vient, à mon sens, du Paris Saint-Germain d'avoir communiqué sur une prolongation de contrat. Oui, c'est ce qui ressort, effectivement. Alors que finalement, c'était d'abord 2024 avec éventuellement une année en option. Merci Karim Benani. Voilà Ludovic pour votre réponse. Karim Benani, vous revenez très très vite, bien sûr, aux commandes sur Amazon Prime avec votre célèbre multiplex. Merci de nous avoir éclairé sur Sud Radio. Allez, on s'intéresse aux Jeux Olympiques dans un instant. On va parler de la star du moment, Léon Marchand. On va aller dans son club à Toulouse. Et oui, parce qu'il est toulousain, Léon Marchand. Vraie voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Allez, nous y sommes avec une page maintenant Jeux Olympiques. Beaucoup d'événements en ce moment. Le championnat du monde de natation, le championnat du monde d'escrime et puis l'une des manches des championnats du monde, les World Triathlon Series, dès demain à Birmingham. Alors, nous allons nous intéresser à Léon Marchand. Léon Marchand, 3 médailles d'or, 3 fois champion du monde à Fukuoka. Le 200 mètres 4 nages, notamment jeudi, c'était son 3e titre. Et pour lui rendre hommage, la ville de Toulouse, là où il est toujours licencié, illuminera donc le Capitole dans la soirée. Son club, ce sont les Dauphins du TOEC, le club de Léon Marchand, avec son président qui est avec nous, Vincent Gardot. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors, quelle joie, quelle fierté. Vous l'avez vu tout petit, Léon Marchand, hein. Racontez-nous quand il est arrivé dans ce club. Alors, il est arrivé naturellement dans ce club puisque ses parents habitaient Toulouse, mais ses parents étaient des anciens nageurs des Dauphins du TOEC, donc là, qui ont d'ailleurs tous les deux fait les Jeux Olympiques. Et le papa est vice-champion du monde, vice-champion d'Europe avec les Dauphins du TOEC. Et naturellement, ils l'ont inscrit à l'école de natation des Dauphins où il a fait ses premiers pas, façon de parler, ses premières brassées à la piscine Nacasse. Et puis ainsi, il a progressé à l'école de natation. Il a franchi les étapes et les échelons dans différents groupes du club pour arriver au niveau où il en est aujourd'hui. Bon, Vincent, vous êtes président du TOEC, Vincent Gardot. C'est une immense fierté. Est-ce que il y a un engouement? Alors, on l'a dit, hein, sur la place du Capitole, il y a un hommage pour Léon Marchand. Est-ce que ça vibre? Est-ce que vous avez des demandes pour venir dans votre club? Ah oui, c'est énorme, ça n'arrête pas. En fait, déjà, tous les gamins de l'école de natation reviennent à la boutique du club pour acheter des t-shirts, des casquettes, à l'effigie du club. Ils sont tous fiers. Et j'imagine qu'ils arpentent les rues de Toulouse la tête haute. Ils ont bien raison. Et puis le standard téléphone, parce que c'est actuellement une période où on prend les inscriptions pour la rentrée. Et c'est vrai qu'on a un afflux de demandes au niveau de l'école de natation en particulier. Alors, avec vous, Vincent Gardot, donc président du club de Léon Marchand, on va essayer de comprendre ce phénomène. Vous nous avez expliqué, donc effectivement, le papa et la maman étaient champions de natation. Il y a de toute évidence un petit coup de pouce de la génétique dans cette affaire. Oui, certainement. Avec deux niveaux. Un, le côté de la flottaison et l'aisance naturelle dans l'eau qu'il a piqué à sa maman. Ça, c'est parce que la maman nageait très très bien. Elle a fait les Jeux Olympiques de Barcelone. C'est vraiment une belle nageuse, très très haute sur l'eau, légère sur l'eau. Et puis du papa, il a gagné surtout les gènes
du caractère, du mental. Le papa, il avait moins d'aisance dans l'eau, mais alors c'était un bûcheron sur un plot, c'était un killer. Il partait pour gagner et il se mettait minable pour avoir de très très bons résultats qu'il a eu. Et donc Léon, c'est un petit peu le mix des deux, donc une belle flottaison, une très belle nage. Quand on voit nager, il est fluide, c'est beau. Et puis quand il monte sur le plot, lui aussi, il sait pourquoi il y va. Alors bon, ça peut donner des idées, des histoires d'amour. Hein. Vous savez, à l'époque, en handball, Daniel Costantini, le légendaire sélectionneur, disait, parce que ses joueurs avaient été un petit peu dragués, les filles de la natation synchronisée, il disait en 96, bien, je pense qu'on va avoir une plus grande génération de waterpoloïstes de l'histoire. Bon, ça marche pas quand même systématiquement comme ça, parce que il faut avoir hérité, on va dire, du côté positif. Vous, dès son entrée dans l'eau tout petit, vous voyez que Léon Marchand, ça va très très loin? Non. Non? Non, je vous mentirais en disant non. Léon était un bon nageur avec certaines aptitudes, de certaines bonnes aptitudes. C'était loin d'être un champion et loin d'être le meilleur dans les petites catégories d'âge. Quand il était poussin, benjamin, c'était un bon nageur. Ouais, je vous mentirais en disant qu'il nageait comme un caillou. C'était un bon nageur, mais c'était pas le meilleur français. Ah d'accord, il n'était pas champion de Haute-Garonne minime, cadet. Si, de Haute-Garonne peut-être, mais bon, quand on est un nage au Dauphin du Touac, bon, on a une ambition qui dépasse la Haute-Garonne. Bien vu, président. Même si c'est un très beau département, mais c'était pas encore le meilleur français dans sa catégorie d'âge. Et au fil de l'eau, il est rentré dans les 5-10 meilleurs français pour, au niveau junior, être quasiment le meilleur français, et puis après le meilleur européen, et après, donc maintenant, le meilleur nageur du monde. Mais ça s'est fait très, très progressivement. Bon, aujourd'hui, il partage sa vie à deux endroits. En fait, il est aux États-Unis où il est parti rejoindre Bob Baumann, qui est l'ancien entraîneur du légendaire Michael Phelps. C'est lui qui le chapeaute aux États-Unis, mais il conserve son entraîneur de toujours, Nicolas Castel, donc chez vous à Toulouse. Ça lui a apporté quoi en plus d'aller aux États-Unis ? Les États-Unis, c'est beaucoup de compétition. Donc au niveau d'entraînement, c'est dur, mais c'est dur également au Dauphin du Touac. Il faut être sérieux, impliqué, appliqué. Donc il y a dans les deux cas, il y a des entraînements très intenses, très denses et avec une bonne émulation de groupe. Et ce que lui ont apporté également les États-Unis, c'est le côté beaucoup de compétitions, plus peut-être qu'en France, de compétitions universitaires qui sont un peu sur le style interclub, où on enchaîne les courses, où on se défonce pour les copains, et donc on apprend à se faire mal en compétition, à enchaîner les moments difficiles, et donc là aussi à gagner un moral de vainqueur, donc pour les copains, pour se défoncer. Je crois que ça, la gagne, il a franchi un échelon aux États-Unis. Est-ce que le fait pour lui de revenir régulièrement à Toulouse, d'avoir ses attaches avec son entraîneur toulousain, c'est un équilibre, alors bien sûr sportif, mais au-delà de ça, psychologique ? Oui, c'est certain. Retrouver la famille qui habite juste à côté de la piscine Nakache, la piscine Castec où s'entraînent les dauphins. Retrouver son entraîneur de toujours, puisque Nicolas l'a entraîné dès l'école de natation. Et retrouver également tous les potes nageurs des Dauphins du Touac, qui, vous savez, pour la 15e année consécutive, c'est le premier club de France. Donc, il y a par exemple 6 internationaux du club qui sont au championnat du monde à Fukuoka. Donc il y a un du haut niveau. Donc retrouver cet équilibre entre la famille, son entraîneur, ses potes nageurs de haut niveau, et puis ses potes de toujours. Voilà, donc il y a un juste équilibre et qui va bien. Léon, c'est un garçon très équilibré, très réfléchi, donc c'est bien. Alors, dernière question, cher Vincent Gardot, président du TOEC, donc le club de Léon Marchand. Aujourd'hui, il remporte 3 médailles au championnat du monde. Il a 21 ans. Ça peut durer combien de temps tout cela? Et bien sûr, déjà, les Jeux Olympiques de Paris 2024, vous n'avez pas peur qu'avec cette pression, on dit déjà que ça va être la star des Jeux Olympiques de Paris 2024 chez lui. Ça met quand même une pression. Je me méfie un petit peu des médias, et bon, je dis pas ça pour vous en particulier, mais effectivement, c'est les Jeux de Paris, donc naturellement, effectivement, les projecteurs vont zoomer sur Léon, mais il est arrivé à ces championnats du monde, par exemple, avec le titre avec le statut de favori, puisque l'année dernière, déjà au championnat du monde, il avait gagné le 200 mètres 4 nages et le 400 mètres 4 nages, donc déjà, cette année, il avait la pression. Donc il aura une pression supplémentaire
supplémentaires, mais il vient de montrer qu'il était capable de bien gérer la pression, puisqu'en plus cette année, il a battu le record du célèbre, du mythique Michael Phelps. Donc une capacité là aussi, en progressant comme il a fait sur plusieurs années, de manière régulière, contrôlée, il a appris à gérer cette pression. Et au contraire, je me suis convaincu que la dimension Paris 2024 va lui donner des ailes supplémentaires. Et ça peut durer combien d'années? Parce que on l'a vu notamment avec Florent Manodou, alors là qui revient à la compétition, mais vous nous le confirmez, la natation est un sport très dur, rébarbatif dans sa partie d'entraînement, et souvent il y a un ras-le-bol. Il est immunisé? Moi, je pense qu'il faut, tant qu'il prend du plaisir, il prend de plaisir. Léon, il le dit quand vous le voyez à l'entraînement, quand vous le voyez avec ses copains, quand vous le voyez aujourd'hui, elle est dans toutes les télévisions au championnat du monde, il rayonne. Et donc, tant qu'il prend du plaisir, il continuera. Moi, je pense raisonnablement qu'on peut aller jusqu'à Los Angeles, mais si d'aventure avant il avait plus la foi, c'est un sport tellement exigeant qu'il faudra respecter les nombreuses et belles médailles qu'il a offertes à toute sa famille, à tout son club. Je pense qu'il peut aller jusqu'à Los Angeles. Maintenant, s'il arrête avant, on le respectera, et puis peut-être qu'il ira plus loin. Hein. Oui. Savourons l'instant présent, carpe diem. Bon, vous êtes un président de club heureux, Vincent Gardot. Il y a quoi de prévu? Il va revenir à Toulouse? Il va repasser par Toulouse ou quoi? Il va repasser un petit peu par Toulouse, puis partir en vacances, et puis après revenir aux États-Unis vers le 20 août. Donc là les jours sont un petit peu comptés sur Toulouse. J'espère qu'on pourra faire un petit truc, mais il faut aussi respecter sa place de repos, sa place de vacances, bien méritée. Bon, très bien. Merci beaucoup Vincent Gardot, et bravo aux dauphins du TOEC à Toulouse. Merci à vous, et bien sûr bravo à Léon Marchand. Allez, on s'était dit, on se fait le point Tour de France féminin avec Emmanuelle Merlot, la présidente de l'équipe FDJ Suez, qui est entre deux trains parce qu'on se déplace pour aller sur le Tour de France. Bonsoir Emmanuelle Merlot. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Bon, tout va se jouer ce week-end pour ce grand tour féminin, avec demain la fameuse étape enchaînement Col d'Aspin et Tourmalet, et puis le contre-la-montre à Pau pour le dernier jour. Est-ce que c'est un Tour de France peut-être plus indécis que l'année dernière pour sa première? Ah oui, c'est sûr, c'est un Tour de France vraiment indécis, et puis en plus... alors on a un petit souci au niveau de la transmission. On va, je pense, retrouver Emmanuel. Emmanuel, vous nous entendez? Donc on est d'accord, plus indécis, allez-y. Emmanuelle Merlot. Oui. Alors oui, donc vous nous disiez plus indécis que l'année dernière. Ah oui, beaucoup plus indécis que l'année dernière, avec des étapes qui sont censées arriver au sprint et finalement qui arrivent pas du tout au sprint, avec des échappées qui vont au bout, et un Tour de France très difficile. Qu'est-ce qui se passe alors pour nos Françaises? Parce que donc déjà l'une de vos leaders pour l'équipe FDJ, l'équipe FDJ Suez, a perdu Evita Music. C'est une piqûre d'insecte, c'est ça? Alors en fait, ça faisait 2 jours qu'elle était malade, problème gastrique, problème de mal de ventre et tout ça. Et puis oui, et hier elle s'est fait piquer par un insecte, par une guêpe, et donc du coup elle n'a pas pu finir. Donc voilà, on a pu voir un peu le manager Stéphane Delcourt qui l'a réconforté dans le bus de l'équipe en lui disant mais la santé, quand la santé ne va pas, on ne peut pas aller au-delà, et c'est comme ça, on ne peut rien faire. Bon, ça veut dire que pour la France, il reste encore une chance, mais encore, c'est-à-dire Juliette Labousse qui a fait récemment 2e du Giro, elle est aujourd'hui dans le top 10, mais à 1 minute 48. Est-ce qu'il y a encore des espoirs, on va dire, de podium pour la Française? Eh ben, c'est vrai que Juliette Labousse a eu un petit coup de moins bien sur la 2e étape. Elle s'est fait un peu lâcher et elle a perdu du temps. Elle a réussi à en regagner un petit peu. Elle est remontée dans le top 10. Et voilà, moi je pense que rien n'est encore perdu, parce que demain ça va être une étape difficile. On sait qu'elle grimpe bien, on sait qu'elle est capable d'être au contact des meilleurs. Elle l'a prouvé lors du dernier Giro, donc je pense que ça peut aller pour elle. Et puis ensuite il y a le contre-la-montre qui fera aussi la différence. On sait qu'elle a travaillé le contre-la-montre beaucoup cette année, donc elle sera présente. Emmanuelle Merlot, juste une question sur le pronostic finalement de celle qui va s'imposer une nouvelle fois. Elle sera néerlandaise, Annemiek van Vleuten, mais finalement on se dit peut-être belge avec Lotte Kopecky qui est maillot jaune, peut-être sud-africaine avec Moolman qui est 2e au général. Ça ne sera pas forcément une néerlandaise. Je pense que quand même ça va être difficile pour Lotte Kopecky. La Belgique voudrait bien gagner, mais je pense que ça va être difficile
de tenir pour elle demain. Après, il y a aussi Van Vleuten évidemment pour la Hollande, mais il y a aussi Vollering, et je pense que demain ça va vraiment être une bagarre entre les deux. Oui, parce que Vollering, donc, elle a écopé de 20 secondes de pénalité, mais donc peut-être qu'avec cette pression supplémentaire, elle va essayer de défier. Ça va être superbe sur les pentes du Tourmalet. Merci Emmanuel Merlot de nous avoir éclairé en plein déplacement. On a réussi à se joindre. C'est parfait. Merci à vous. Merci. On revient dans un instant avec toujours un peu de vélo, du triathlon. Les Jeux Olympiques se préparent. On essaiera de parler escrime aussi. Allez, à tout de suite. Vraie voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. J'espère que vous profitez de ce moment. Vous êtes peut-être en voiture, sur la route des vacances, vous rentrez du boulot. Il y a du monde, oui, beaucoup d'embouteillages, effectivement. Alors ça tombe bien, on se pose, on parle sport et on aborde bien sûr les Jeux Olympiques. Cette semaine, nous avons fêté les J-1 an, J-365 donc, pour être précis. Et c'est l'occasion d'évoquer les chances françaises et d'évoquer aussi les challenges qui s'offrent à la France. Tout à l'heure, nous avons évoqué Léon Marchand et la natation. Là, nous allons évoquer un sport qui est discipline olympique depuis 2000. C'est le triathlon et les Français ont de vraies chances. Et tenez-vous bien, il y a un sacré challenge puisque les athlètes du triathlon vont nager dans la Seine. Oui, ils vont s'y tester à cette natation dans la Seine. Et il y aura aussi un parcours fabuleux qu'on va évoquer avec Benjamin Maz, le directeur technique national du triathlon. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Frédéric, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Très bien, bon vous savez d'autant que, et on va parler de l'actualité, le triathlon c'est un système de championnat du monde sur 7 étapes et demain, et j'aurai le plaisir de le commenter d'ailleurs sur la chaîne L'Équipe, il y aura la manche de Sunderland en Angleterre, c'est-à-dire que là en ce moment même vos triathlètes Benjamin Maz jouent le titre de champion du monde mais aussi la qualif pour les JO. Oui, effectivement, Frédéric, à ce jour, sur Sunderland, en fait, ils vont jouer effectivement deux choses. La préparation pour le test event des Jeux Olympiques du 17 au 20 août et la finale du championnat du monde qui sera un mois plus tard à Pontevedra en Espagne. Et du coup, c'est championnat du monde. Mais l'objectif pour les Français, il est clair, c'est bien d'être performant sur le test event olympique pour prendre des repères et surtout se sélectionner pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Parce que le système de sélection, il est clair, c'est on marque des points, mais tout se joue sur le test event ? Oui, le système de sélection, il est clair, il est assez limpide. Les athlètes le savent très bien depuis quelques jours avant la validation de ces modalités de sélection, un petit peu plus tôt dans la saison. Je leur avais précisé que l'objectif, il était unique, très clair, c'est le test event olympique, puisque les triathlètes qui finiraient dans les 3 premiers seraient alors sélectionnés directement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un deuxième critère permet d'être sélectionné à condition de terminer dans les 8 premiers du test event olympique et également dans les 3 premiers de la grande finale. Donc vous voyez tout l'intérêt qu'il y a à bien performer sur ce parcours de Paris, sur lequel en plus nos camarades étrangers, toutes les nations leaders du triathlon, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Australie, bien entendu aussi les États-Unis d'Amérique, ont mis ce focus sur cette épreuve, sur ce test event olympique à Paris. Alors, nous allons évoquer ces Jeux Olympiques à Paris 2024. Bon, rappelons quand même que le champion du monde en titre en triathlon masculin est français, il s'appelle Léo Bergère. Vous avez aussi chez les filles Cassandre Beaugrand par exemple. Vous avez combien aujourd'hui de triathlètes français susceptibles d'aller chercher une médaille sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Mais effectivement, ça fait une longue liste de triathlètes. On pourrait se poser la question de savoir si on est suffisamment exigeant, mais quand on regarde le palmarès de ces championnes et champions, il n'y a pas de doute. Si on prend dans l'ordre alphabétique, effectivement, on a Cassandre Beaugrand qui a récemment gagné le nouveau championnat du monde format super sprint, format éliminator. Donc, on est capable de voir qu'elle est en grande forme. On a également Léo Bergère, le champion du monde en titre. Dorian Coninx qui, sur les 3 premières compétitions de l'année, termine 5e, 4e et 4e. Vous voyez un petit peu aussi la consistance de ce garçon. Bien entendu, on a également Emma Lombardi, la Benjamine de l'équipe de France. 21 ans, c'est ça.
Exactement, qui est dans sa 22e année, qui sur la dernière étape du championnat du monde a de nouveau terminé à la 2e place à Cagliari, derrière la vice-championne olympique en titre. Donc ça situe un petit peu le niveau de cette jeune femme sur lequel il faut également compter. On a bien sûr on peut les appeler les vétérans, Pierre Lecor, Vincent Louis, double champion du monde individuel en 2019 et 2020, et puis enfin, et pas des moindres, Léonie Perriot, qui avait terminé à la 5e place des Jeux Olympiques à Tokyo. C'était pour elle le début d'un sacré cycle de performances de haut niveau. Donc si on rajoute à ça la capacité de l'équipe de France à pouvoir aller décrocher aussi une médaille, voire le titre en triathlon relais mixte, oui, parce qu'on en reparlera de ça. Effectivement, c'est une discipline exceptionnelle. J'aimerais quand même avec vous, Benjamin Maz, donc directeur technique du triathlon français, directeur technique national, rappeler que ce triathlon distance olympique, eh bien c'est 1 km 500 de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied. Donc c'est un spectacle magnifique sur 2 heures. Et le spectacle au JO, ça va être énorme. Expliquez-nous, donc ça commence déjà, natation dans la Seine. Et effectivement, oui, natation dans la Seine, ça fait de très nombreuses années qu'on en entend parler, de pouvoir nager dans la Seine. Là, ça va devenir réalité dans un petit peu plus d'un an, puisque les épreuves de triathlon auront lieu les 30 et 31 juillet 2024. On nagera dans la Seine pour réaliser ces 1500 mètres de natation, avec une partie avec le courant et une partie contre le courant. Oui, donc ça sera vraiment quelque chose un peu d'inattendu. C'est vraiment là-dessus qu'on est très excité, très dans l'attente de voir un petit peu la capacité aussi à pouvoir faire des écarts, parce qu'on connaît les qualités des triathlètes françaises et français en sur natation, cette partie natation. Voilà, pour pouvoir faire la différence. Après, avec un parcours cycliste, du coup, c'est 40 km. Est-ce qu'il y a les Champs-Élysées pour le parcours cyclisme ? Oui, alors on va prendre le début des Champs-Élysées, donc c'est sûr que les passionnés de cyclisme, ça va rappeler de bons souvenirs avec cette dernière étape du Tour de France qui se finit sur cette avenue légendaire. On prendra le début des Champs-Élysées avant de prendre sur la gauche et de traverser le pont Alexandre III pour aller notamment passer devant l'Assemblée nationale, prendre les boulevards Saint-Germain avant de relonger la Seine pour réaliser cette boucle de vélo, avant de poser son vélo sur le pont Alexandre III. Et là, on aura 4 boucles de course à pied sur un parcours qu'on peut vraiment appeler d'iconique. Tous les suiveurs du triathlon sont impatients de pouvoir voir ces sublimes images qu'on pourra filmer de ce triathlon qui va être vraiment légendaire, exceptionnel. Et puis, on va dire, ça sera encore meilleur s'il y a une médaille française y performent. Bon, tout à fait. Benjamin Maz, il y a des réactions évidemment 0826 300 300 parce que vous êtes le directeur technique national du triathlon et on voit bien que le triathlon sur ces Jeux Olympiques de Paris 2024 a une sacrée responsabilité. Florian nous appelle d'Antony dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir Florian. Bonsoir. Bon, alors vous avez vu ce qu'ils font, natation dans la Seine, vélo sur les Champs-Élysées, ça c'est énorme. Vous avez une question peut-être pour Benjamin Maz? Non, je suis. En fait, je vais pas hurler avec la meute, si vous voulez, qui critique sans arrêt ce qu'on fait, parce que ce que j'ai remarqué aussi historiquement, c'est que il y a une partie des médias qui est contre, et puis en fait tout le monde regarde. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Donc je suppose que ça va valoriser l'image de Paris. Enfin, moi je l'espère. Mais est-ce que ça pose des problèmes de sécurité? Ah, alors très important. Ben justement, parce que un directeur technique national est dans la confidence, ça paraît quand même en termes de sécurité un sacré challenge, Benjamin. Déjà, ça c'est anecdotique, mais vos triathlètes, ils vont plonger dans la Seine, hein? Oui, tout à fait. Alors là-dessus, Paris 2024 met en priorité avec la Fédération internationale la protection des sportifs, la protection de leur intégrité, de leur santé. Donc depuis maintenant plusieurs années, il y a des contrôles extrêmement réguliers de la qualité de l'eau, et c'est forcément une donnée qui sera directement observée sur ce test event, de pouvoir voir un petit peu, suivre ça. Il y a plus de 750 millions d'euros qui ont été investis pour améliorer la qualité de l'eau dans la Seine, et un vaste plan sur lequel la région et la ville de Paris justement s'est investi pour permettre demain, dans l'héritage de ces Jeux olympiques et paralympiques, de permettre aux Parisiennes et aux Parisiens de reprendre possession de la Seine dans une partie pratique de la natation. Voilà, donc après,
Après, sur la partie des parcours vélo et course à pied, alors bien sûr que c'est quelque chose qui a été extrêmement travaillé avec les forces de police, avec la préfecture de police, et on est assez confiant, très tranquille. Et c'est tout l'objet aussi de ces tests event olympiques, c'est de pouvoir tester la gestion des flux, des spectateurs, des participants, pour s'assurer que tout va bien et que le spectacle qui sera offert dans un an permettra effectivement à Paris de briller pendant plus d'un mois entre ces Jeux olympiques et Jeux paralympiques, et de montrer l'excellence française en matière de sport de haut niveau, que ce soit par la qualité de l'organisation que par la qualité des résultats des différents sportifs. Alors Florian, vous qui nous appelez d'Antony, au 0826 300 300, vous pouvez d'ailleurs nous appeler, les auditeurs de Sud Radio. Vous allez voir quand même le spectacle. Par exemple, là, le triathlon, ça va être un spectacle gratuit, Florian. Bien sûr. Non, si je peux le faire, je le ferai. Sinon, je regarderai comme tout le monde à la télévision. Non, mais c'est sûr. Moi, ce que j'espère, si vous voulez, que la conséquence de tout ça, c'est que Paris redeviendra ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une ville lumière, une ville agréable, avec moins d'embouteillages. Voilà, je l'espère, franchement. Oui, mais alors justement, merci pour cette réaction, Florian, au 0826 300 300. Mais Benjamin, vous